Ce musée fête ses 10 ans cet automne. C'est aujourd'hui un emblème de la ville de Winnipeg, mais c'est aussi un musée qui a toute une histoire. Je vous raconte. L'idée de faire de la place à différents génocides dans un musée fédéral apparaît à la fin du 20e siècle. En fait, c'est dans les années 90, des représentants de la communauté juive demandent qu'une exposition sur l'Holocauste soit fondée au Musée canadien de la guerre à Ottawa. Mais d'autres groupes veulent aussi être représentés. Je parle ici de représentants de la communauté ukrainienne qui, eux, demandent que l'Holodomor, donc la famine subie par le peuple ukrainien dans les années 30, ait aussi sa place dans un musée fédéral. Face à ces différentes demandes, la proposition fait du surplace jusqu'à ce que la Fondation Asper, fondée par le magnat des médias Israel Asper, propose de fonder à Winnipeg, au Manitoba, un musée qui démontre et éduque sur les effets de tous les génocides dans le monde. L'idée reçoit l'appui du gouvernement fédéral et le projet est officiellement lancé en 2003. Il faut par contre attendre jusqu'en 2008 pour que la loi sur les musées qui régit les différents musées fédéraux soit modifiée pour y ajouter une nouvelle institution, soit le Musée canadien pour les droits de la personne. De la première pelletée de terre à l'inauguration des premières expositions, les étapes de développement du musée seront parfois semées d'embûches. Les relations entre le musée et les communautés autochtones sont compliquées dans les débuts. Installé à Lafourche, qui est un lieu historique de rencontre pour les peuples autochtones, le site choisi pour construire le musée promet de regorger d'artefacts. Effectivement, entre 2008 et 2012, des centaines de milliers d'artefacts ont été trouvés durant des fouilles archéologiques, alors que seulement 2% du site où se trouverait le musée a été fouillé. Le fait que la construction du musée débute par la suite déçoit certaines communautés autochtones et certains archéologues qui pensent que beaucoup plus aurait pu être fait. Et il y a aussi le contenu des expositions qui est une source de débat. C'est pas facile de plaire à tous les groupes qui souhaitent que les réussites et les violations des droits de la personne vécues par leur communauté soient bien représentées. Nous avons l'immense plaisir de déclarer ouvert le Musée canadien pour les droits de la personne. Donc en 2014, l'ouverture officielle du musée est festive, mais elle est aussi ponctuée de manifestations. Avec le temps, le musée gagne en renommée et se retrouve même sur les billets de 10 $ canadiens, mais en 2020, une suite d'événements vient ternir sa réputation. Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, d'anciens employés du musée commencent à témoigner sur les réseaux sociaux d'expériences racistes vécues lorsqu'ils travaillaient pour l'institution. S'ensuit une vague d'allégations. Par la suite, d'autres employés parlent de censure. Ils disent avoir dû cacher certaines expositions sur les droits des personnes LGBTQ+ lors de certaines visites et d'autres employés encore, eux, parlent d'harcèlement sexuel au travail. Ça n'allait vraiment pas bien. S'ensuit la démission du PDG de l'époque, la publication d'un rapport indépendant qui fait état de racisme systémique au musée, une soixantaine de recommandations pour améliorer la situation et finalement l'arrivée de la première femme PDG du musée. Isha Khan reçoit le mandat de redorer l'image du musée et d'en faire un environnement de travail sain. Elle est toujours là 4 ans plus tard alors que l'institution s'apprête à célébrer son 10e anniversaire.